Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Actualité en République centrafricaine, le pays a lancé son Mémocoin, suscitant bien sûr beaucoup d'enthousiasme. L'annonce a été faite par le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui est une initiative d'ailleurs du chef de l'État centrafricain qui vise à rehausser la notoriété justement de ce pays. Le token est conçu pour unir les gens et soutenir le développement du pays. Mais voilà, il faut également le dire, c'est d'ailleurs pour ça que nous mettons ce sujet sur la table avec des experts, car depuis son annonce, effectivement, il y a beaucoup de critiques et d'ailleurs également de réserves. D'aucuns s'interrogent, s'agit-il vraiment d'un pays, d'un bond en avant pour la République centrafricaine ou encore simplement une autre expérience de cryptographie ou de crypto-monnaie? On essaiera de comprendre ce que c'est que le Mémocoin, en tout cas lancé par le président centrafricain qui, on le sait, il s'agit là d'un pas, en tout cas pour certains, pour la lutte, du moins la dépendance, contre la dépendance au franc CFA, la République centrafricaine qui vient donc de franchir cette étape importante. Nos invités nous expliqueront un peu plus exactement de quoi il est question, l'impact de ce Mémocoin, qu'est-ce que cela signifie, quelles conséquences dans l'économie centrafricaine, est-ce que cela pourra réellement contrecarrer le franc CFA, est-ce qu'il y aura du moins un réel changement dans le quotidien financier ou encore économique de la République centrafricaine? Nous en parlerons tout à l'heure en thématique principale ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous regardez For You Matin sur For You Media Africa. Merci de votre fidélité. Vous l'avez donc compris, nous parlerons de la République centrafricaine. Alors, on parle de Mémocoin. Il y a quelques mois, il y a plusieurs mois déjà, on parlait de Bitcoin. Mais tout à l'heure, nos invités nous en diront certainement un peu plus. C'est un pas en avant, en tout cas franchi par la République centrafricaine. On prendra un extrait du président Faustin Archange Touadéra tout à l'heure, ce qui nous permettra de planter le décor dans le cadre de cette thématique. Mais avant, nous allons faire un petit commentaire avec l'actualité en Côte d'Ivoire pour parler de la présidentielle. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, parti d'opposition, eh bien, il s'agit de Tidiane Thiam qui a annoncé qu'il a décidé de renoncer à la nationalité française en vue de sa participation à l'élection présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2025. Eh bien, ce matin, nous allons non seulement commenter, mais voilà, peut-être tirer, est-ce une leçon pour les hommes politiques, pour ne pas dire les opposants, mais les hommes politiques africains. Que dire de cette décision de l'opposant Tidiane Thiam du côté de la Côte d'Ivoire? Nous en parlerons également en thématique d'accueil, mais je vous propose d'accueillir et de saluer nos invités. De l'autre côté, Monsieur Henri Atongana, vous nous accompagnez dans le cadre de cette édition ce matin encore. Merci infiniment d'être là, Monsieur Atongana. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie de m'inviter et de faire confiance à mes analyses. Vous, les téléspectateurs, les téléauditeurs, les panafricains, les panafricanistes, les afrocentristes. J'en profite pour dire bonjour à mon copanéliste que vous allez présenter certainement avec beaucoup plus de talent que moi. Bonjour à la famille For You Media et merci de m'avoir invité sur For You Media Africa. Merci à vous, Monsieur Atongana. Effectivement, sur ce plateau, nous avons un autre invité, le docteur Ndouma, qui est avec nous dans le cadre également de cette édition de For You Matin. Merci infiniment, docteur Ndouma, d'être là. Merci, Madame Siké. C'est moi qui suis honoré d'être sur votre plateau For You Matin. Bonjour à mon cher frère Henri Atongana
que je suis toujours avec beaucoup d'attention. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs de For You Matin, sans oublier l'équipe technique. Et je salue l'Afrique et le monde chaque fois que l'occasion m'est donnée. Je ne vais pas oublier de souhaiter une très bonne fête de la jeunesse, n'est-ce pas, aux Camerounais, parce que c'est le 11 février. Oui. Donc, on se demande pourquoi c'est le 11 février, mais c'est la fête de la jeunesse au Cameroun aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci également à vous, Dr Ndouma, d'avoir accepté notre invitation. Hein. Merci infiniment. Effectivement, c'est la fête de la jeunesse au Cameroun. Très bonne fête de la jeunesse à nous tous. Monsieur Henri Atangana, c'est avec vous que nous allons ouvrir le premier thème de ce matin, cette décision de l'opposant ivoirien Tidiane Amtian, le président du PDCI, qui renonce à sa nationalité française. On rappelle qu'il veut justement briguer, du moins, il veut participer à cette élection présidentielle qui va se dérouler en octobre 2025 dans son pays, la Côte d'Ivoire, lorsqu'on sait qu'en Afrique, Monsieur Atangana, il y a beaucoup d'hommes politiques qui détiennent ou alors qui ont des nationalités doubles et cela crée souvent des problèmes d'intérêt, si je peux le dire ainsi. Beaucoup d'ailleurs cachent leur double nationalité. Est-ce que cet acte posé par Monsieur Tidiane Amtian, d'ailleurs on le sait, la Constitution en Côte d'Ivoire interdit, voudrait, l'impose d'ailleurs, il faudrait quand même être de nationalité ivoirienne. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une leçon ou alors quelle est votre analyse, votre regard après cette décision de Monsieur Thiam en Côte d'Ivoire? Oui, déjà commencer à expliquer aux téléspectateurs, ça paraît banal ce que c'est que la double nationalité. Oui. Double nationalité, c'est quoi? C'est qu'à la naissance, vous avez une nationalité de fait, de naissance, qui dépend du pays dans lequel où vous êtes né, selon que vous êtes un pays qui est régi par le droit du sol. C'est-à-dire que vous avez la nationalité du pays où vous êtes né. Il y a aussi les pays qui sont régis par le droit du sang. Ça veut dire que vous avez une nationalité si vos ascendants, on l'a appelé droit de sang, hein, parce qu'on suppose que vous êtes du sang de vos ascendants. Donc, vous avez la nationalité de ce pays-là. Quel cas, par exemple, si vous naissez dans un pays où il n'y a pas le droit de sol, supposez que vous soyez camerounais et que vous naissez en Belgique avec des parents camerounais, vous êtes camerounais. Sauf si vous demandez la nationalité belge. Très bien. Donc, supposez alors, et vous pouvez aussi demander la nationalité dans n'importe quel pays. Restons dans le cas simple, vous êtes né dans un pays africain, prenons le cas du Cameroun, en l'occurrence, et vous arrivez en France ou en Belgique, pour des raisons X ou Y, très souvent pour trouver un emploi dans la fonction publique ou dans l'armée, vous êtes obligé d'avoir la nationalité de ce pays-là. Vous faites donc une demande de nationalité. Bon, vous vous retrouvez donc en train de faire la demande d'une autre nationalité. Donc, selon les lois de votre pays, cette demande de nationalité peut entraîner le fait de perdre votre nationalité initiale. Vous avez donc une seule nationalité, vous avez juste changé. Dans certains pays, vous ne la perdez pas. Vous vous retrouvez donc avec deux nationalités. Ça, c'est le cas, par exemple, d'un ressortissant algérien qui arrive en France et qui demande la nationalité française. La France reconnaît la double nationalité, l'Algérie reconnaît la double nationalité, ces ressortissants ont donc deux nationalités. Ça veut dire qu'il est français, citoyen français, et aussi citoyen algérien. Il a deux passeports. Jusque-là, pourquoi pas? Seul problème, c'est que pour accéder à certaines fonctions dans certains pays interdisent oui. le fait d'avoir deux nationalités. Tout à fait. Donc, ils vous disent, si vous voulez être chef d'État, très souvent c'est dans ce cas, il n'y a pas de loi dans le cas des ministres ou autres éléments.
Si vous voulez être chef d'État, vous ne devez pas avoir deux nationalités. Il est logique que vous devez avoir la nationalité de votre pays d'origine. Logique, c'est vite dit. Parce que rien n'empêche d'être gabonais et aller se présenter à l'élection présidentielle aux États-Unis. Oui. Ah, rien. Sauf si la loi américaine vous dit vous êtes obligé d'être américain. Très bien. Vous pouvez être gabonais et américain et vous présenter à l'élection présidentielle aux États-Unis. Sauf si la loi américaine vous dit que vous devez être uniquement américain. Ouais. Quand tout s'est placé comme ça, il y a donc M. Tidjane Thiam, Oui. qui est un politique en Côte d'Ivoire, qui a deux nationalités, qui avait deux nationalités, et qui veut être candidat à l'élection présidentielle. Or, le code électoral ivoirien dit vous devez avoir une seule nationalité et que cette nationalité soit ivoirienne. Or, il en a deux. Et le code, il y a un vide juridique, c'est-à-dire que rien n'a été prévu dans le cas des doubles nationalités. Je dis que rien n'a été prévu. Donc, lui, il se dit, je vais renoncer à ma nationalité française. Comme ça, je vais me retrouver avec une seule nationalité et donc conforme à la loi ivoirienne de me présenter à l'élection présidentielle. Voilà ce qu'il a fait. Évidemment, pour les Ivoiriens, ça pose doute parce que c'est vraiment quand une loi ne prévoit pas un cas, on appelle ça un vide juridique. C'est-à-dire que le législateur n'a pas prévu ce cas. Nous avons le même cas au Cameroun, où le Cameroun, lui, ne permet pas la double nationalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez la nationalité d'un autre pays, vous perdez la nationalité camerounaise. Très bien. Où sont les vides juridiques? Un Français qui vient au Cameroun a le droit de demander la nationalité camerounaise. Donc, il remplit ses papiers, remplit les conditions, on lui donne la nationalité camerounaise. Sauf que la France ne fait pas de lui un non-français, automatiquement. Oui. Bah oui. Donc, il se retrouve donc, lui, français. Donc il est blanc, camerounais et français. Mais vous, Camerounais, quand vous allez en France et vous demandez la nationalité française, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise. Et quand vous revenez au Cameroun, vous êtes français, quand vous pouvez redemander la nationalité camerounaise, rien ne vous empêche. Et vous retrouvez avec deux nationalités. Vous voyez, il y a le juriste le législateur n'a pas prévu exactement quoi faire. Et on sent que c'est une impasse. Très bien, revenons dans le cas, quand on a déjà compris à peu près ce que c'est, de façon schématique, revenons dans le cas de M. Tidjane Thiam qui, à la veille de l'élection présidentielle, Oui. dépose sa nationalité française. Parce qu'il y a moyen de le faire depuis la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même que c'est une élection présidentielle. Et il faut séduire, conforter, rassurer l'électeur. L'électorat, oui. Voilà, parce que c'est lui qui décide en dernier ressort. Mais lui, il sent que c'est une arnaque. Il sent qu'au dernier moment, tu as fait ça pour des raisons administratives, mais que ton cœur n'est pas ivoirien. Vous voyez, il peut donc se retrouver en logique de douter de votre sincérité. Et c'est ce qu'il se passe pour lui. On commence à lui demander, mais pourquoi au dernier moment? Pourquoi avoir gardé? Pourquoi? Le législateur, s'il avait prévu le cas, il aurait pu par exemple dire, vous devez avoir renoncé et être ivoirien à temps plein pendant au moins telle durée. Vous voyez un peu? Ou alors le Camerounais peut dire, si vous êtes français et que je vous donne la nationalité, je vous oblige à laisser tomber votre nationalité d'origine. Donc, le jour où vous êtes français, que vous arrivez au Cameroun, vous dites, je veux la nationalité camerounaise. Si vous êtes français, on vous dit, d'accord, renoncez à votre nationalité française. Vous voyez donc que ce n'est pas toujours clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, il faut avoir la nationalité camerounaise pour se présenter. Et le Camerounais n'acceptant pas la double nationalité,
met ses propres citoyens, à mon avis, je ne dis pas qu'il faut accepter la double nationalité, mais il y a un vide juridique. Parce que le Français peut venir demander la nationalité camerounaise et lui se retrouve en double nationalité parce que son pays de départ ne va pas le déchoir de la nationalité française. Mais le Camerounais, lui qui est parti en France, a demandé la nationalité française. Être déchu de sa nationalité camerounaise, quand il revient au Cameroun, ben on lui dit, écoute, redemande la nationalité camerounaise. Et là, il redemande la nationalité camerounaise et il se retrouve en situation de double nationalité de fait. Ah oui, vous voyez, c'est-à-dire que le même Camerounais, il est d'abord déchu de la nationalité camerounaise, il revient comme tout citoyen du monde peut redemander la nationalité camerounaise et la redemande, mais comme à tous les Français qui demandent la nationalité camerounaise, on ne leur demande pas d'être déchus de la nationalité française, ben ils deviennent en situation de double nationalité. Et il est clair que s'il veut briller une fonction comme la fonction présidentielle, il a intérêt quand même à laisser tomber sa nationalité française suffisamment tôt pour avoir le crédit de l'électorat. Je sors par là pour ce premier Merci à vous, Monsieur Atangana. Voilà, déposer cette nationalité française pour avoir non seulement cette confiance, surtout lorsqu'on connaît l'histoire de la France avec ce pays, la Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam. De toutes les façons, la Constitution est claire du côté de la Côte d'Ivoire, mais renoncer effectivement à cette nationalité. Docteur Ndouma, pour vous, qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit, a priori, un acte d'opportuniste. Pourquoi vous ne pensez pas? Parce que là, vous allez un peu... Monsieur Atangana a également évoqué cela. Pourquoi est-ce que vous remettez en doute, on a l'impression, la sincérité de Monsieur Thiam dans cette démarche? Oui, je répondais d'abord directement à la question. C'est perçu comme un acte opportuniste. Je suis de ceux qui perçoivent ça comme ça. Parce que... Monsieur Tidiane Thiam, en dehors d'un certain nombre d'aspects, m'a permis de me préoccuper un peu de son parcours. Et parce que si vous voulez être candidat à une élection présidentielle en Afrique, quel que soit le pays, pour nous panafricanistes, nous devons savoir qui vous êtes. Donc, je peux commencer en disant que c'est un brillant banquier. Il a fait ses classes, que ce soit dans le secteur bancaire, notamment au Crédit Suisse, jusqu'à être directeur général du Crédit Suisse, pendant un certain nombre d'années quand même, pour pouvoir le faire. Il a été au haut niveau du management au sein du groupe Prudential, qui est un grand groupe d'assurance, avec des performances exceptionnelles. Parce que quand vous faites coter un groupe comme Prudential en bourse, avec des cotations de l'ordre de 60 milliards de francs suisses ou d'euros, c'est énorme. Surtout que vous êtes un Africain. Il a été le président de l'association des assureurs britanniques. Vous vous rendez bien compte. Donc, sur le plan de la compétence technique dans le secteur de la banque assurance, il faut baisser le chapeau devant ce monsieur. Il a fait de brillantes études, des MBA, les docteurs en honoris clausa, machin et tout ça. Ce qui a retenu davantage mon attention dans son parcours, c'est que quand il revient en Côte d'Ivoire, il est d'abord directeur général du BNET, le bureau, n'est-ce pas, qui s'occupe des études techniques pour les projets, mais en même temps représentant du fonds de misère instantanée et de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Le FMI pour nos téléspectateurs. Et quand nous savons ce que ces deux institutions de Bretton Woods
ont comme mission réelle en Afrique, ça ne peut pas jouer en sa faveur. Ok. Il a piloté beaucoup de grands projets de privatisation et d'infrastructures dans les pays dits émergents. Parce que quand on dit pays émergents, généralement, il n'était pas exclu que les pays en voie de développement soient aussi impliqués, soient compris là-dedans. Parce que vous voyez que jusqu'aujourd'hui, on continue de qualifier les pays du BRICS d'émergents. Oui. Alors qu'ils sont devenus la première puissance économique mondiale. Donc, il y a cette tricherie-là, ces concepts qui doivent toujours donner l'impression que... Oui. Voilà, ça donne toujours l'impression que non, le premier reste le premier, même quand il devient le troisième et le quatrième, par rapport à la rhétorique, on implante dans l'esprit des Africains, en particulier, qu'il est toujours le premier. Parce qu'on veut que ce premier-là demeure les États-Unis et ses alliés. Donc, ce sont des choses qui, pour moi, sont très importantes. Il faut les prendre en compte. Il a été reconnu comme étant l'un des décideurs du monde à venir par on va dire la conférence économique de Davos. Vous savez que Davos, quand on vous invite là-bas, d'abord, ce sont des globalistes. Davos est contrôlé par ce qu'on appelle l'État profond. Oui. Par l'État profond, c'est-à-dire ceux qui, en réalité, manipulent même certains chefs d'État qu'on pense être libres. Ça a été aussi le cas aux États-Unis jusqu'à ce que M. Trump ouvre les yeux, n'est-ce pas, au monde par rapport à cette... Mais ces gens-là, qui sont-ils s'ils ont adobé M. Tidjane Thiam comme étant l'un des décideurs de l'avenir, je crois que c'était en 99, un truc comme ça, invité à cette rencontre-là. Donc, les globalistes, il faut le rappeler, c'est une minorité qui pense qu'elle doit se substituer à Dieu. Parce que ce sont eux qui estiment que, même si c'est un vieux projet, ce sont eux qui estiment que le monde est très surpeuplé, immensément surpeuplé, et qu'on doit le réduire à 500 millions d'habitants. Oui. Nous sommes presque 8 milliards aujourd'hui. Il faut que les gens le sachent, qu'on le leur rappelle. Ce sont les globalistes qui pilotent tous ces programmes-là. Ce sont eux, pour rester dans cette logique de diminution drastique des populations mondiales, ils ont mis en place un certain nombre d'outils. Parmi ces outils, il faut bien citer les différents plans de planning familial. Vous savez, il y a quelques décennies, quand ces plans, quand on imposait les plans de planning, justement, cela s'imposait. Les gens ne savaient pas ce qui arrivait en réalité. Oui. Donc, ils ont vu les limites des plannings familiaux dans des pays comme le Cameroun, etc. Parce que les Camerounaises, elles sont tellement fécondes que même si vous mettez vos plans là, ça ne va pas, ça ne donne pas grand-chose. Donc, ils sont passés à une vitesse supérieure. C'était, par exemple, d'introduire dans certaines substances pharmaceutiques, généralement sous forme de vaccins, d'injections, des substances pour stériliser les femmes. Ils sont passés même à la stérilisation des hommes à travers un certain nombre de produits. Ce sont les globalistes qui ont adopté, qui ont adobé, qui ont coopté M. Tidjane Thiam, qui ont fabriqué le Covid-19 de toutes pièces. Et on est au courant aujourd'hui des centaines de millions de morts qu'il y a eu à travers cette histoire de Covid-19 là. Et aujourd'hui, de plus en plus, la vérité
ressort. Des individus qui n'ont pas le cœur, pour qui on a le droit de se poser la question qui sont des êtres humains. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement graves. Ce sont eux, évidemment, qui estiment que Dieu qui a créé l'homme et la femme s'est trompé. Il faut une multitude de sexes. Déjà, il n'y a pas que l'homme et la femme. Il faut les transgenres, il faut les gens qui ne savent même pas s'ils sont un homme ou une femme, etc. La nuit, ils sont la femme, le jour, ils sont l'homme, etc. Machin, tout ça là. Les LGBTQ, etc. C'est connu. Ce sont eux. Et ils cherchent à imposer ça à chaque pays dans le monde entier. Ça fait froid au dos. Vous me permettez de vous relancer justement sur la base de vos analyses. Effectivement, vous dressez là ce portrait qui n'est peut-être pas personnel, mais en fonction du parcours effectivement de M. Thiam, comme vous l'avez d'ailleurs bien sûr rappelé, ce qui nous fait penser justement à ce dossier. Il y a plusieurs scandales. Le dernier en date, vous avez parlé de Covid-19, avec l'UCED, où on apprenait effectivement justement que ces États occidentaux, ces puissances qui aujourd'hui, entre eux les États-Unis, CIA et consorts, qui encadrent ces organismes tels que l'UCED, financent des hommes d'État, financent des hommes politiques ou alors font tout pour mettre à la tête justement de certains États et précisément africains voilà, des personnes qui sortent de leur milieu pour imposer justement leur vision du monde. Tout à fait. Il faut imposer aux têtes des États, surtout les États africains, n'est-ce pas, leur valet. Parce que c'est le mot. Et donc, quand j'ai rappelé ces énormités, ces choses extrêmement criminelles que ces gens-là font et conduisent encore jusqu'à aujourd'hui, ils sont décidés d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de leurs différents projets. Il est quand même important qu'on se demande si M. Tidiane Thiam est encore un Africain. Qu'il soit ivoirien ou camerounais ou sénégalais, comme pensent certains, parce qu'il y en a qui disaient que... Oui, il y a aussi cette polémique. Il y en a aussi qui disent qu'il n'est pas ivoirien, etc. Nous suivons l'actualité. Oui. Donc, au-delà de tout ça, est-ce qu'il est véritablement encore un Africain? Est-ce que ça suffit de dire que maintenant je ne suis plus français, après l'avoir été, et que la France ne reconnaisse pas que... Évidemment, quand j'ai dit je ne suis plus français, elle aussi elle reconnaît qu'elle me reconnaît comme non français désormais. Il y a tellement de questions. Donc, je m'arrête là pour le moment. Merci à vous, Dr Ndouma, qui nous permet de relancer monsieur à Tangana. Lorsqu'on a autant servi, effectivement, c'était dans le plan de la carrière, monsieur Dr Ndouma est revenu sur ce processus, ou alors ce bagage assez... impressionnant quand même de M. Tidiane Thiam, qui est aujourd'hui ce candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on a effectivement piloté de si grands projets pour le compte, on a cité par exemple des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, des projets, justement, Crédit Suisse, merci, des projets du genre qui... permettent de mettre à mal la sécurité ou le développement de nos États. Est-ce que cela, Dr Ndouma, M. Atangana, au-delà de ce refus, de cette renonciation à la citoyenneté ou à la nationalité française, cela ne remet pas en mal, ou alors ne met pas en mal cette candidature de M. Thiam? Revenons sur ces états de service. Juste quelques minutes. Quand vous avez été grand banquier en Suisse, dans un pays qui a sa propre monnaie, est-ce que vous pouvez être grand banquier en Côte d'Ivoire où ce qui sert de monnaie, c'est du papier? Les réalités ne sont pas les mêmes. Oui. Je commence d'abord sur le fond.
Donc il faut quand même toujours comparer les choses comparables. C'est-à-dire que là, vous êtes dans les pays, que vous êtes banquier en Afrique, bon, voilà, vous ne maîtrisez pas le taux directeur, vous n'avez pas vos politiciens n'ont pas la politique monétaire de votre pays, le volume de monnaie qui circule n'est pas le même. Forcément, dès que vous ne maîtrisez pas le taux directeur, ben, les banquiers, ils travaillent sur quel taux? On ne sait très, très jamais, les taux sont parfois usuriers, les prêts à long terme n'existent pas, il n'y a que les prêts à court terme à des trop grands. Je me demande parfois s'il ne faudrait pas faire les émissions, comment on fait pour s'en sortir dans ces conditions. Oui. Les gens fonctionnent alors dans les tontines, parce que dans les tontines, ils ont plus facilement l'accès au financement. Et alors, le banquier, lui, il ne sert plus à rien. Conséquence, il n'y a pas de couverture bancaire de tout le pays. Parce que c'est la vraie raison pour laquelle vous ne trouvez pas des banques dans les villages et que tout le monde n'a pas un compte bancaire. Et après, les indépendances ont payé les gens aux enveloppes, les fonctionnaires aux enveloppes. Ça a aussi créé la corruption. Ah oui, il faut savoir que ça s'est passé comme ça à partir de 1960, parce que ceux qui parlent souvent n'arrivent pas à regarder la réalité dans sa superstructure. Ils regardent ça dans son infrastructure, dans quelque chose de local. Très bien. Donc, je dis ça. La deuxième chose, c'est quand on connaît ces institutions à l'international, je parle bien des institutions financières, leur rôle n'est pas de mettre à leur tête des gens talentueux. Dans toutes ces institutions, on met des gens à la solde des États-Unis et des chefs d'État impérialistes. Vous vous retrouvez directeur de la Banque mondiale quand le président des États-Unis prend le téléphone et vous dit à gauche et vous faites à gauche. Vous n'avez jamais vu un directeur de la Banque mondiale dire non à une politique américaine. Vous n'avez jamais vu un directeur du FMI dire non à une politique américaine. Jamais. Bon, on entend ça et on s'arrête là. Ce sont très très souvent des postes où on récompense les anciens hommes politiques, les anciens ministres en fin de carrière, pour qu'ils ne se retrouvent pas en train de se retrouver dans une file d'attente, au chômage, en train de chercher un emploi, en train de remplir le CV. Vous savez, quand votre carrière de ministre, qui est très souvent éphémère en France, c'est très difficile d'être ministre en France plus de 3, 4, 5 ans. Et si 5 ans après, vous n'êtes plus ministre, vous n'allez quand même pas vous retrouver en train de refaire un CV et vous allez voir un chef d'entreprise locale en lui disant, ben voilà mon CV, est-ce que je peux être comptable, temps partiel dans votre société? C'est ça la réalité. Moi, je dis la réalité comme elle est. Parce que si vous vous demandez ce que ces grands groupes ont produit dans le monde, rien. Quand vous êtes président du FMI, votre rôle de la Banque mondiale, votre rôle est d'endetter les pays pour que ces pays soient dépendants du dollar. Et ces dettes sont libellées en dollars. Quand vous êtes FMI, votre rôle, c'est que les pays restent des pays sous-développés. Et d'ailleurs, le docteur Douma l'a dit. Il a donné au FMI un nom gentil. Un petit nom pour à quoi ça sert. Et alors, dès que vous n'arrivez plus à payer vos dettes, je dis souvent que c'est pour éviter les risques systémiques. Ils viennent pas vous aider. Ils viennent essayer de vous faire payer ces dettes-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous disent, nous vous prêtons de l'argent dans telles conditions. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. On sait ce que c'est arrivé au Cameroun. Alors, vendez vos sociétés à nos grands groupes. Vous savez comment ça arrive au Cameroun? Et on envoie quelqu'un, Bolloré, avec on appelle la chamalière. Chamalière, c'est là où on imprime le franc CFA. On finit d'imprimer le papier, on met ça dans l'enveloppe, on donne à Bolloré, on dit va acheter le port autonome au Cameroun. Comme ça, on sera propriétaire. Et comme ça, tout notre travail est pompé. Vous savez comment c'est pompé? C'est parce que quand nous vendons nos matières premières, que nous avons les devises, nous déposons au Trésor français. Ils prennent directement de là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez le franc CFA, par exemple, d'une société, disons Orange Cameroun, qui est une société française, cette société-là se sert directement au Trésor français. Donc, comprenez que c'est une société française, c'est qu'en France, on ne fait rien avec le franc CFA. Ça, vous ne le voyez pas, mais c'est ça le problème. Donc, on reprend tous les CFA qui sont arrivés au Cameroun, soit par la vente de cacao, de tas de choses, soit alors par
les Western Union et les Orange Money qui viennent de l'étranger, qui s'évaluent à beaucoup d'argent. Oui. Et on reprend tout ça. Parce qu'on a vocation à leur donner ce franc CFA pour qu'ils nous donnent des devises pour qu'on puisse investir. Ouais, parce que pour investir, il faut acheter du matériel, donc il faut avoir des devises. Très bien. Donc, ces gens-là, FMI, Banque mondiale, leur rôle, c'est quand vous êtes quelqu'un qui sait paupériser les autres pays, quand vous êtes un vicieux, quand vous n'avez pas d'état d'âme, vous êtes directeur général à la Banque mondiale, au FMI et machin. Et on les fabrique. Vous vous souvenez quand M. Macron nous a fabriqué dans un je ne sais plus quoi à Montpellier les prochains dirigeants du Cameroun. Vous vous souvenez de ça? C'est comme ça qu'on les fabrique. Hein? Et on leur donne un plan de carrière. Le mec, il nous a dit qu'à Montpellier, que c'est nos élites, c'est M. Macron qui en décide à Montpellier. C'est comme si nous, on décide quelles sont les élites françaises à Douala. C'est la même chose. Donc voilà, je voulais revenir dessus pour dire que c'est ça qui crée en réalité le fait qu'il n'est pas crédible, parce que ce n'est pas un Africain au sens où on l'entend. C'est pas seulement parce qu'il y a travaillé, parce que son expertise n'est pas une expertise bénéfique pour les Africains. Bon, je ne fais pas campagne contre lui. C'est la raison pour laquelle je suis resté un peu réservé. Même si, en tant que panafricain, je devrais. Parce que je ne le sens pas. Merci. Donc son expertise ne nous sert pas à beaucoup. Au contraire, ça nous rend méfiants vis-à-vis de lui. Ces états de service ne sont pas des états de service qu'on peut compter comme des plus-values pour nous. Voilà. Donc, je crois que les Ivoiriens ont dû s'en apercevoir et en plus, au dernier moment, il va changer et il nous explique que c'est une disposition administrative. Non. Monsieur, il fallait nous expliquer que c'est une disposition de cœur et que vous n'avez pris la nationalité française que pour vous faire un peu d'argent là-bas. Je vous aurais cru. Mais vous ne pouvez pas m'expliquer que vous faites ça juste du point de vue administratif. Mais s'il a dit, écoutez, moi j'étais là-bas parce que je voulais gagner un peu d'argent et je me moque de ces gens-là, je reviens à ce que je suis de façon intrinsèque, c'est-à-dire ivoirien, c'est-à-dire africain, je lui aurais peut-être accordé quelques crédits, je sors par là. Merci à vous, monsieur Atangana. Ce sera sans transition. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, docteur Ndouma? On va passer au sujet. Non, c'est de dire que, pour moi, oui, il a pratiquement le même parcours que monsieur Macron avant qu'il arrive à la tête de la France. Oui. On a vu ce qu'il a fait, non seulement en France, mais surtout en Afrique, à partir de la France. Merci une fois de plus à vous. Nous allons donc, sans transition, aborder le thème principal de ce matin. Ce sera d'ailleurs avec vous, docteur Ndouma, que nous allons l'ouvrir. Mais avant, je vous propose ce petit extrait. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui annonce donc dans cette vidéo le lancement du Mémocoin. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on est réellement dans le cadre d'une souveraineté économique du côté de la République centrafricaine? Tout à l'heure, dans les développements, on parlait déjà de franc CFA, lorsqu'on sait que l'une des batailles essentielles également pour les États justement d'Afrique francophone, c'est cette dépendance au franc CFA. Les États, les populations africaines appellent à la création d'une monnaie africaine sortie du franc CFA qui appauvrit nos États. On va écouter le président Touadéra. Ensuite, on revient sur ce plateau. Mes chers amis du monde entier, je suis professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. En 2022, la République centrafricaine a marqué l'histoire en devenant le deuxième pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Cette décision a témoigné d'autres engagements envers l'innovation, faisant de nous l'un des pionniers dans l'adoption de la technologie blockchain et des opportunités qu'elle offre. La République centrafricaine a toujours cru en la force et l'importance d'une communauté solidaire.
en nous appuyant sur cette conviction et en symbole d'unité, je suis fier d'annoncer le lancement du Memecoin officiel de la République centrafricaine. Je vous invite tous à nous rejoindre pour célébrer ce nouveau chapitre passionnant. Le lancement du Memecoin de la République centrafricaine, le président Touadéra qui rappelle qu'il y a encore, je crois, 2 ans, on lançait justement le Bitcoin. Est-ce qu'il y a une différence? Mais qu'est-ce que ce Memecoin, docteur Ndouma, pour la République centrafricaine? À quoi a-t-on affaire actuellement? Est-ce une monnaie? On parle de jetons. Qu'est-ce que c'est dans l'économie centrafricaine? Alors, c'est un mot que beaucoup de gens entendent certainement pour la première fois. Oui. Donc, permettez que j'explique un peu ce que ça veut dire. Donc, parmi un Memecoin, c'est d'abord une crypto-monnaie. Okay, c'est Meme. Okay. Voilà. Et parmi les catégories des crypto-monnaies, vous avez le Bitcoin. Oui. Qui est la mère des crypto-monnaies pour avoir été la toute première crypto-monnaie créée, qui est en même temps un système de paiement. Donc c'est 2 en 1. Et qui est venu contester l'hégémonie du système bancaire et financier classique. Oui. Qui, à plusieurs niveaux, peut être influencé, manipulé par un individu, qui peut être aussi une personne morale. Une banque centrale, c'est toujours des individus qui décident à l'intérieur de la banque centrale. Tout à fait. Donc, quand le Bitcoin arrive comme monnaie numérique et système de paiement, c'était pour essayer de contourner cette centralité. Mais je vais dire ce centralisme, parce que vous savez que les ismes, généralement, ne sont pas bons. Ce centralisme, n'est-ce pas, du contrôle, n'est-ce pas, des transactions monétaires de tout le monde entier par quelques individus. Il faut qu'on rappelle ça. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin doit être célébré et aimé par tous ceux qui sont contre, ceux qui abusent du pouvoir qu'on leur donne. Ok. Ensuite sont nés donc plusieurs milliers de crypto-monnaies. Ok. Qui ne sont pas forcément adossées à une philosophie tels que le Bitcoin, oui, mais qui ont des parités avec cette philosophie. Toutes ces crypto-monnaies-là sont cotées sur le CoinMarketCap, qui est la plus grande bourse des crypto-monnaies au monde aujourd'hui. Donc, il suffit d'aller taper CoinMarketCap, vous allez voir, il y a plus de 24 000 crypto-monnaies qui sont cotées là-bas. Ok. Et dont les valeurs sont montrées tous les jours. Et puis, il y a une catégorie de crypto-monnaies qui a vu le jour, qu'on appelle les Memecoins. Ok. Alors, un mème, c'est quoi? Un mème, en français, on dit mémé, mais un mème, M-E-M-E, parfois même avec accent. C'est quoi? Ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, mais avec la particularité que le mème va créer le buzz. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une vitesse de circulation rapide et qui très rapidement a un impact sur le subconscient des gens. Ok? Par exemple, si je dis Balthazar, oui. Vous voyez? Simplement, je dis Balthazar, je crois que la plupart des gens qui nous écoutent savent, il y a une histoire à cela. Oui. Donc, je peux décider de créer $ Balthazar, un même coin. Ok. Parce que tous ceux qui aiment les choses perverses, qui aiment des histoires, vous voyez, qui alimentent un peu l'opinion, les faits divers, etc., vont chercher à acquérir le $ Balthazar. Ok. Et comme je dis ça, si quelqu'un crée un $ Balthazar, il faudra qu'il me donne les droits d'auteur. Parce que, ouais. Donc, c'est ça, c'est bien de relever ça. Oui. Donc, il faut quelque chose qui va capter l'attention de beaucoup de gens en très peu de temps et va les amener par curiosité de pouvoir se rapprocher de ce. Donc, c'est une crypto-monnaie qu'on peut
caractérisé de normal, comme toutes les autres cryptos, sauf que il y a cet aspect que je relève, et il y a l'aspect de la volatilité. Les mêmes coins sont beaucoup plus volatiles que les crypto-monnaies, on va dire, dites classiques. Oui. Et donc, voilà un peu, pour que les gens comprennent quand même de quoi il est question, avant qu'on rentre éventuellement dans des aspects peut-être plus compliqués. Justement, je pense qu'on a déjà une idée, parce qu'effectivement, pour la plupart, j'avouerai également que nous, c'est après l'annonce du président Touadéra que là, nous avons également commencé à faire nos propres recherches. Nous avons été habitués au Bitcoin, Sangocoin, ainsi de suite. Maintenant, le Mémécoin, merci également pour la correction que nous comprenons de plus en plus avec ces explications. Avant peut-être de passer la parole à M. Atangana, quel est donc le plus? Qu'est-ce que cela apporte de plus à l'économie, si je ne m'abuse, à l'environnement économique de la République centrafricaine? Alors, je dois d'abord saluer cette initiative de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra. Oui. Vous savez que j'ai rédigé un ouvrage, effectivement, un livre Disruption monétaire et financière au Centrafrique, en hommage évidemment à la décision à laquelle il a fait allusion là, et à la création du Sangocoin dans un environnement extrêmement hostile. Tout à l'heure, M. Atangana rappelait encore tout le mal que le système franc CFA et le franc CFA représentent pour cette région, pour cette sous-région. Et malgré tout ça, il a pris sur lui de pouvoir officialiser l'utilisation du Bitcoin et de créer même un Sangocoin qui a été tellement combattu au point où aujourd'hui certains pensent qu'il a pratiquement disparu. Le voici aujourd'hui en train d'annoncer la création du Mémécoin. Encore une révolution en Afrique. Parce que il y a des Mémécoins privés. Par exemple, le Dogecoin, c'est un Mémécoin. Une crypto-monnaie qui a été adoptée par Elon Musk. Quand on dit Elon Musk, beaucoup de gens savent qui c'est. Il y a le Shiba Inu, par exemple, qui est un Mémécoin. Etc. Ces Mémécoins ont fait des milliardaires en monnaie de singe aujourd'hui, mais des millionnaires en dollars, etc., en euros. Et un Mémécoin qui est très récent, c'est le dollar Trump. Le dollar Trump est lancé 3 jours avant son investiture. Il avait une valeur de 7 $. Le lendemain, il est passé à 75 $, la valeur. Parce que quand on dit coin, c'est un jeton. Coin, un jeton. Tout à fait. Ou bien on peut dire pièce. Parce que c'est plutôt token qui est précisément jeton, mais coin, c'est pièce. Mais ce sont des pièces digitales. Vous ne les verrez jamais comme ça sous forme physique. Elles sont digitales. Donc, la pièce au lancement de dollar Trump, c'était 7 $, la valeur d'une pièce. Le lendemain, Madame Siké, la valeur est passée à 75 $. Pourquoi? Parce que il y a des gens, dès qu'ils voient que le président Trump a lancé une crypto-monnaie qui est un Mémécoin, tout de suite ils achètent. Ils ne se posent même pas de questions. Ils achètent en quantité. Et donc, si vous avez acheté au lancement 1000 pièces à 7 $, le lendemain, si vous savez comment ça fonctionne et que c'est passé à 75 $ la pièce, vous faites 1000 fois 75, vous avez gagné combien d'argent en un jour? C'est comme ça. Le surlendemain, la valeur est revenue, je crois, à 46 $. Pour voir la vitesse de la volatilité de la pièce. De la pièce, oui. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne pour gagner de l'argent. Sinon, on en perd aussi. Parce que de toute façon, ceux qui gagnent beaucoup, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui perdent. Ils sont des profanes. Ils viennent, ils achètent, ils oublient qu'ils ont acheté. Ils ne savent pas quand revendre pour faire la plus-value et sortir du marché. Vous voyez? Oui. Donc, quand on s'y connaît, en un jour,
on peut devenir multimillionnaire en fonction du nombre de pièces qu'on a acquises. Parce que généralement, ces pièces-là sont très moins chères. Parce que le même coin de Trump est très cher, a été lancé à 7 $. C'est excessif. Mais c'est en rapport avec la personnalité. Oui, il savait qu'il est adulé, non seulement aux États-Unis, mais au-delà des États-Unis. C'est pour ça qu'il a fait ça. Et il a engrangé beaucoup d'argent. Comme si ça ne suffisait pas, sa femme a fait la même chose. Elle a lancé au même moment que son mari. Elle s'est fait aussi beaucoup d'argent avec ceux qui ont acheté, etc. Donc, il y a là, vous vouliez me relancer sur quelque chose? Oui, en fait, pour savoir, est-ce que c'est une forme une sorte d'appel à investissement, puisque les populations, ceux qui veulent acheter, effectivement, en achètent. On imagine cela rentre dans le compte vous avez parlé de Donald Trump. Si on prend le cas de M. Touadéra, ça rentre dans le compte de l'État ou le compte de M. Touadéra. C'est une plus-value pour le développement, c'est un argent, même si voilà, vous avez parlé de, c'est pas d'un argent qu'on touche, mais c'est de l'argent digital. Digital, voilà. Oui. Alors, lorsqu'on investit, puisqu'on a écouté le président Touadéra, effectivement, qui appelait d'ailleurs les uns et les autres à se joindre justement à ce projet, lorsque les gens si aujourd'hui les Centrafricains adoptent ce projet, les Africains achètent ce mémécoin, qu'est-ce que cela signifie? C'est un investissement en République centrafricaine. Pour la République centrafricaine, cela veut dire quoi? On a de l'argent, on peut investir dans le pays. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, le président, si j'ai tenu à d'abord féliciter cette décision et l'opportunité de la décision, c'est pour ça que j'ai rappelé qu'aux États-Unis, il y a quelque chose. Et là, on a bien et on voit le niveau tout à fait. de la vision de l'homme. Vous voyez? Et donc, le président Trump, lui, a lancé le Trump Coin. Il a associé à sa personnalité, à son image. Oui. Vous voyez, le président Faustin Archange Touadéra lance le mémécoin pour le Centrafrique. D'accord. La nuance est fondamentale. C'est un outil de plus-value, c'est un outil de développement. C'est clair. Parce que le dollar Trump va enrichir en même temps le président Trump comme individu. Et c'est ça qu'il a dit que sa femme a lancé également un mémécoin. Ça va aussi enrichir un certain nombre d'investisseurs éclairés. Ils savent quand acheter, quelle quantité et quand s'en séparer pour ne pas perdre de l'argent. Donc lui, il lance le mémécoin. Il y a deux caractéristiques des mémécoins. Il y a l'aspect lié à un certain, on va dire, fanatisme. Je dis fanatisme parce que quand on rentre dans le football, il y a des clubs, et de très grands clubs d'ailleurs, qui ont des crypto-monnaies. Qui sont en réalité en partie des mêmes coins. Parce que les Manchester, le Paris Saint-Germain, tous ces clubs-là, vous allez sur CoinMarketCap, il y a tout un département, un compartiment des fan coins. Tous ces grands clubs ont des crypto-monnaies depuis peut-être 5, certains depuis 10 ans. Parce que leurs fans, vous savez, ces clubs ont même les fans au Cameroun. Donc leurs fans achètent automatiquement ces pièces-là. Et ça fait beaucoup d'argent à l'équipe. Vous voyez? Donc, ici, il y a la dimension que le professeur Faustin Archange Touadéra va exploiter. C'est un homme exceptionnel, un homme d'État exceptionnel pour les Africains et les panafricanistes que nous sommes. Nous l'aimons par les actes qu'il pose, surtout dans ce domaine qui est un domaine de la mère des souverainetés. La monnaie, c'est la mère des souverainetés pour un État. Et il y a donc également le fait que les mêmes coins sont moins chers. La pièce, c'est pour ça que vous pouvez acheter 1000 pièces. Vous pouvez acheter 2000 pièces. Et en 2-3 jours, vous avez gagné 10 millions. Vous avez fait 10 millions de plus-value. Comme
comme je vous dis là, c'est comme ça que ça se bénéfique passe. même pour cette population centrafricaine. Bénéfique pour tous ceux qui vont acheter, oui. bénéfique pour le Centrafrique. Le Centrafrique. Donc, et ça permet évidemment aussi de pouvoir financer d'autres projets. Parce qu'il faut lever les fonds pour commencer quelque part. Et je pense que cet outil qui est en train d'être lancé, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Merci à vous, Dr Ndouma. Nous comprenons, en tout cas, mieux comprenons ce projet qui a été lancé par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. La réalisation va afficher les numéros de téléphone pour permettre aussi à nos téléspectateurs d'intervenir. Vous pourrez donc appeler pour participer via soit par appel direct ou appel WhatsApp via le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 ou simplement par Skype for You TV. Le temps pour la réalisation, peut-être de caler les premiers appelants. Monsieur Atangana, je viens vers vous également pour votre point de vue sur ce projet qui a été, cette initiative du président Faustin Archange Touadéra, le Mémécoin finalement. On parle de projet révolutionnaire, aujourd'hui non seulement bénéfique pour le Centrafrique, les Centrafricains, mais même d'ailleurs, on va s'arrêter peut-être pour les Africains. Donc, et également ce qui va permettre d'alimenter, alors de développer le climat économique de la République centrafricaine. Oui, ce sont des crypto-monnaies basées sur une plateforme connue, des gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies, les gens qui sont très crypto-monnaies. Je crois que c'est la plateforme Pump.fun comme on dit, qui est aussi une plateforme qui, quand il y a, comme Dr Ndouma disait, quand un coin fait du buzz, il monte vite et on gagne beaucoup d'argent. Donc, je pense que le chef d'État centrafricain espère y lever les fonds. Voilà. Et pour expliquer aux gens, je crois que les gens doivent comprendre deux, trois petites choses. D'abord, la notion de... Parce que le professeur Touadéra a dit qu'il a rendu le Bitcoin légal. Il faut comprendre que dans un pays, il y a la monnaie qui a valeur légale. Quand une monnaie a valeur légale ou un outil de change, ça veut dire que vous ne pouvez pas le refuser. Alors que si vous allez au Cameroun, vous voulez payer quelqu'un en Bitcoin, vous pouvez dire non, je ne veux pas. Alors quand on dit ça a une valeur légale et que c'est une unité comptable, ça veut dire que quand vous faites votre comptabilité, que vous introduisez votre déclaration à l'État, vous mettez vos possessions en Bitcoin. Ça veut dire que vous pouvez changer le Bitcoin contre des services et des marchandises, ce qui est le rôle de la monnaie en général. C'est le rôle initial de la monnaie. Enfin, c'est le rôle initial. Il a plusieurs rôles. Au départ, il avait pour rôle de faire des échanges de services. Et après, on s'est rendu compte qu'il a une possibilité de thésauriser. Si vous me vendez des tomates et que je prends l'argent, je mets dans mon armoire, j'ai thésaurisé. Donc, je conserve de la valeur. Mais malheureusement, dès que je commence à conserver la valeur, l'inflation fait que ce que je thésaurise perd de la valeur. Et là, je suis donc obligé de l'investir, de le placer où il me rapporte des intérêts pour qu'il ne soit pas thésaurisé. La notion de taux d'intérêt arrive. Vous voyez, d'un besoin de troc, on en arrive à des considérations imprévisibles. Et ça s'est encore gâté à partir de 1971 quand on a coupé les monnaies d'un étalon. Les monnaies ne sont plus étalonnées. Et parce que les monnaies ne sont pas étalonnées, c'est pour ça qu'on peut avoir des monnaies numériques. Bah oui, je peux ouvrir un compte, je vous mets un chiffre, je vous dis que ce compte vous appartient. Il vaut 7 $. Et vous l'achetez à 7 $.
C'est la même chose que quand un Américain imprime un dollar. La même chose. Sauf que dans ce compte numérique-là, la valeur-là ne peut pas être modifiée. Cette valeur est assurée par une banque de données. Ce sont ces banques de données qu'on appelle les blockchains. En fait, c'est juste des banques de données, mais ce que les informaticiens ont toujours connu, qui sont des banques de données relationnelles. On appelait ça les BDA. À l'époque, c'était très au courant. Est-ce que vous savez administrer un serveur de base de données? Voilà, c'était les bases de données relationnelles. Et là, les bases de données sont de type blockchain. C'est ça que ça veut dire, aussi simplement que ça. Maintenant, le professeur lance une crypto-monnaie et il espère pouvoir lever les fonds. Il espère que ça fasse assez de buzz, puisque sur cette plateforme, ce qui donne la valeur de la crypto-monnaie, c'est le buzz. Il espère que ça fasse assez de buzz pour pouvoir lever les fonds, j'espère, pour investir. Moi, je n'ai pas discuté avec lui, donc je n'ai pas ce qu'on appelle son business model. Oui. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment il va faire, je ne l'ai pas. Mais je vois juste qu'il veut lever les fonds au départ d'une crypto-monnaie. Je suppose que c'est pour pouvoir avoir des fonds, investir et ne pas être obligé d'aller demander des fonds au FMI et à la Banque mondiale. Je suppose. Moi, je n'ai pas discuté avec lui. Si j'échange avec lui et que je lui pose des questions pratiques, comment il va faire, quel est son business model, là, je peux en dire un peu plus. Je sors par là. Merci à vous. Merci, Monsieur Henri Tongana, pour ce développement. Nous allons donc aller justement au standard pour également écouter nos téléspectateurs. On va commencer par Monsieur Eric depuis l'Espagne. Allô? Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Ok, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Et je veux parler à propos de la monnaie. Oui. En fait, papa, dans le domaine de la technologie, pour papa, je crois que pour le moment, n'est pas encore la crypto-monnaie, en fait, papa, le président avec le président de l'AES, parce que moi, dans les villages, le papa ne peut pas aller faire des affaires avec la crypto-monnaie. Donc, on va disperser ça effectivement. On ne va pas arriver. Je crois que la seule solution, c'est d'avoir une monnaie d'Afrique. Chaque monnaie, la monnaie de pas les choses. Merci et bonne journée. Merci à vous également, Monsieur Eric, d'avoir appelé. On rappelle que vous êtes en Espagne. Merci pour cet appel ce matin. Nous restons au standard pour prendre notre téléspectateur. Allô? Allô? Allô, allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? A priori, des soucis avec notre téléspectateur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que notre téléspectateur est là, monsieur, la réalisation? Peut-être qu'on doit prendre un autre appelant, le standard, le temps peut-être pour le téléspectateur de bien se positionner, et vous également au niveau du standard, de régler les petits détails techniques. On rappelle à nos téléspectateurs, pour ceux qui veulent nous retrouver en direct et participer à cette émission, soit par appel direct ou WhatsApp, c'est le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 ou par Skype for You TV. Un autre téléspectateur. Allô? Ok, d'accord, ma foi.
Mayen Lachike, bonjour Mayen Lachike. Bonjour. Bonjour à M. Atagana. Bonjour à Dr Douma. Mayen Lachike, je vais parler à faire Thiam d'abord, oui, et puis aller pour aller sur d'autres sujets. Mayen Lachike, vous voyez, c'est Oufoué Boigny qui a dit que la Russie va récupérer l'Afrique sans tirer un coup de fusil parce qu'il a allé étudier la France. Je ne suis pas militant du PDCI-RDA et puis je ne peux jamais être militant du PDCI-RDA. Mais je ne suis pas d'accord avec le docteur Douma. Je ne suis même pas d'accord avec le docteur Douma parce qu'il est économiste. Il a appelé docteur parce qu'il a allé étudier jusqu'à avoir le doctorat et puis être appelé docteur. Oui. Donc je pense qu'il est docteur en économiste. Monsieur Thiam n'est pas que seulement un économiste. Thiam est un ingénieur. Thiam est un ingénieur. Et puis Mayen Lachike, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est plongée dans la boue. Donc à l'heure actuelle, nous recherchons quelqu'un. Nous sommes militants farouches de le président Laurent Gbagbo. Donc nous souhaiterons que le combat devienne entre Ivoiriens et Ivoiriens. Oui. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec le docteur Douma sur ce qu'il a dit sur M. Thiam. Vous voyez, Thiam n'est pas docteur, il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin, il ne peut pas aller fabriquer comme la maladie qu'on appelle le Covid-19 et puis venir assassiner les Africains. Mais quand je me rappelle bien, Mayen Lachike, quand on faisait le débat de Covid-19 sur Afrique Média, c'est vous et moi et le président Banakani et les autres qu'on a dit que ce fléau-là et le vaccin qu'on nous amène est mauvais, qu'il ne faut pas qu'on va se vacciner. Oui. Mais il y a eu des grands docteurs, il y a eu des grands messieurs en pharmaceutique camerounais qui sont venus pour dire que non, on n'a qu'à se faire vacciner. Et il y a un qui s'est imposé pour dire que non, le vaccin n'est pas bon, que le vaccin doit se trouver en 36 mois. C'est-à-dire 3 ans pour avoir un vaccin normal. Oui. Qu'en 6 mois pour un vaccin, ce n'est pas vrai. Que c'était pour escroquer les Africains ou bien assassiner les Africains. Mais aujourd'hui, là, sur ce plateau-là, qui a dénoncé ça? Quand M. Atagana dénonce le franc CFA, c'est parce qu'il allait étudier l'économie et le franc CFA qu'il a pu trouver que le franc CFA n'est pas une bonne chose. Quand Thiam va à l'étranger, c'est vrai, là, il a pris sa nationalité, mais nous ne parlons pas de sa nationalité. Oui. On veut que celui qui allait étudier en Europe, qui allait apprendre ce que l'Occident a fabriqué contre les Africains. Et si un Africain s'est introduit dedans, et qu'il sait comment les choses se passent, et qu'il revient sur son continent et dans son pays, et qu'il veut peut-être être ce candidat aujourd'hui et défendre ce que FMI fait en Afrique, je pense que c'est mieux. Parce que je pense que les Africains doivent aller étudier, comment on appelle, parce que si je me souviens bien, Mayen Lachike, Ibrahim Traoré a été soldat onusien. C'est parce qu'il a été soldat onusien qu'il a trouvé que la force onusienne, la mission des nations onusiennes en Afrique, était une mauvaise chose qu'il a rapatrié les soldats onusiens ou bien les soldats français au Burkina. Le président Assimi Goïta a été soldat onusien. C'est parce qu'il a été soldat onusien qu'il a jugé bon de chasser la mission des Nations Unies au Mali. Le président Tiani, il a fait la mission en international, c'est parce qu'il a dit que c'est vraiment mauvais pour les Africains et qu'il a chassé les soldats, comme on appelle, étrangers au Niger. Donc pour un Africain qui va en Europe pour étudier, si certaines choses que nous ne comprenons pas, qu'il revient peut-être pour faire ce combat-là, pour ne pas que FMI, la Banque mondiale, s'introduit en Afrique encore, je pense que pour l'heure, il n'est pas à juger Thiam de cette façon. Je ne suis pas militant de PDCI-RDA, Mayen Lachike. Je ne peux jamais être militant de PDCI-RDA. Je suis militant du président Laurent Gbagbo. C'est clair. Mais je vous apprends que quand le président Laurent Gbagbo était en difficulté en économie, son directeur de la douane ne vient pas de son parti, vient du PDCI-RDA, qui est mon frère. Son ministre de l'économie et des finances ne vient pas de son parti, il venait du PDCI-RDA. Et celui qu'il a nommé au trésor là, ne vient pas de son parti, venait du PDCI-RDA.
Donc il faut aller apprendre quelque chose. Et celui qui voit qu'il peut s'en servir pour sauver sa nation, on peut l'associer et puis sauver sa nation ou bien son continent. Donc problème Thiam là, sa double nationalité, pour nous c'est pas ça. Nous cherchons que le combat là, qui est en Côte d'Ivoire ici, soit entre Ivoiriens et Ivoiriens. Sinon Alassane Dramane Ouattara, quand on a obligé, quand l'ONU, les États-Unis, la France a obligé le président Laurent Gbagbo à être candidat exceptionnel, il n'avait pas la nationalité ivoirienne. Alassane n'avait pas la nationalité ivoirienne. Mais on a obligé le président Laurent Gbagbo. Il lui aussi, il a accepté pour ne pas sacrifier les Ivoiriens, pour ne pas que les Occidentaux assassinent les Ivoiriens. Et vous voyez Magnola Chique au dernier moment. Combien d'Ivoiriens ils ont tué pour que Alassane soit président? Plus que 3000. Donc moi je ne suis pas d'accord avec le docteur Douma de tout ce qu'il a dit sur Thiam. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Thiam ne peut pas participer à ces genres de crimes. Non, non, non. Mais même s'il était dedans là-bas, il a étudié, il a vu ça. Peut-être si demain, il est président ici, il va défendre, il ne va plus accepter FMI et la Banque mondiale en Afrique et en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce sujet-là, voici un peu ce que je voulais dire. Maintenant, je voulais saluer le président centrafricain, mais si le franc CFA circule encore sur son territoire, moi je me dis qu'il n'a rien encore fait. Si le franc CFA continue de circuler sur son territoire, son meme coin ou bien son bitcoin là, moi je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne suis pas économiste, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà que le franc CFA cesse de circuler sur son territoire. Là, on sait que oui, il est venu changer l'Afrique et les Africains doivent vivre leur liberté. Comme Assimi Goïta le fait, comme Ibrahim Traoré le fait, comme le président Tiani le fait, comme aujourd'hui le président Paul Biya a fait pour les médias. Parce que sans le courage du président Paul Biya, pour accepter les médias, aujourd'hui c'est France 24 que nous écoutons toujours encore. Mais aujourd'hui, le président Biya a accepté de mourir pour les Africains en acceptant la création des médias africains dans son pays pour sauver le continent Magnola-Chique. Voici tout ce que je voulais dire ce matin. Soyez salués. Docteur Douma, soyez salués. Monsieur Atangana, soyez salués. C'est Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Merci à vous, Monsieur Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. On est ensemble, vous l'avez dit. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nos invités vont bien sûr réagir après vos différentes interventions. Nous restons tout de même au standard. Vous pouvez appeler pour participer en direct à cette émission. Donnez votre point de vue sur les thématiques qui vous sont proposées ce matin. Nous prenons un autre appelant. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Zokoui, l'extrêmement marron. Bienvenue, monsieur. Merci. Ok, considérant cette thématique, vraiment, je ne sais pas pourquoi les pays africains, particulièrement les pays de l'Afrique centrale, avec tous les intellectuels que nous avons, avec tous les économistes que nous avons, alors nous avons déjà tous cru et nous savons que le franc CFA n'est pas quelque chose de bien pour l'Afrique. N'est pas bien pour en fait les pays de l'Afrique centrale, mais rien n'est fait. Et nous passons notre temps à bravader dans les médias, à parler dans les médias, mais sur le terrain, rien n'est fait. Est-ce qu'il ne fallait pas, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être, je ne sais pas, est-ce que nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils le font pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des pays africains? Et concernant ces candidats qui sont du bout de la France pour venir déposer les candidatures, est-ce que ce n'est pas des personnes qu'on ne fait pas ailleurs pour venir être à la tête de nos pays? Je pense que quelque chose doit être fait. Il ne suffit pas seulement de venir dans les médias et parler. Non, mais c'est vrai, c'est bien de réveiller les consciences et autres, mais je pense que quelque chose doit être fait
sur le plan pratique. Parce que nous avons déjà contribué sur le franc CFA et le contrat du franc CFA est déjà payé depuis 2020. Mais rien n'est fait jusqu'à là. Hein? Et nous continuons toujours avec ce franc CFA qui nous ramène en arrière. Je pense que des choses doivent être faites dans le plan pratique. Les décideurs des différents pays de l'Afrique centrale doivent prendre, c'est-à-dire les responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer à demeurer comme ça pendant des années, des siècles et tout. Hein? Nous sommes comptés parmi les pays les plus pauvres. Je pense que quelque chose doit être fait. Et moi, j'appelle ici, parce que je suis enseignant, je me suis mis à la langue anglaise. Moi, j'appelle déjà à tous les enseignants de commencer déjà par dans les écoles, que ce soit à l'école secondaire, que ce soit à l'école, à l'université, de commencer déjà à réveiller les consciences aux jeunes Africains, à ceux qui vont prendre le pays demain. Parce que déjà, moi et ma génération, nous avons raté, nous avons échoué. Mais nos padés, nos petits frères, ils n'ont pas le droit d'échouer. Merci, c'est un peu tout ce que je voulais dire et contribuer à tout concernant la thématique de ce soir. Et j'encourage bien sûr Nous avons malheureusement perdu notre téléspectateur vers la fin. En tout cas, je pense que l'essentiel quand même a été dit. Merci pour cet appel depuis l'extrême nord du Cameroun. Merci. Nous sommes ravis de savoir que vous nous suivez de ce côté-là. On va prendre notre téléspectateur. Allô? Ok. Bonsoir, madame. Bonsoir, la diva Manuela Siké. Bonsoir, monsieur. Permettez-moi de saluer vos invités sur le plateau. Je vais saluer Dr Ndouma. Je vais saluer Papa Henri Atangana et les autres dont je n'ai pas vu. Je vais saluer aussi les techniciens sans qui l'émission n'aurait pas lieu. Oui, je commence d'abord par la Côte d'Ivoire. On dit souvent la citation de Thomas Sankara que l'esclave qui ne peut pas assurer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et je pense que la population a vu des exemples de par l'Afrique, pour ne pas citer l'AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Je pense que de manière absurde, on dit souvent que 10 doigts de banane va dépasser 2 doigts de banane. Je ne pense pas que le nombre de la popularité et au moins 30 millions d'habitants, mais imaginez-vous un peu que nous avons au moins 20 millions, je dis ne serait-ce que 20 ou 10 millions, qui décident de déposer à la fin de Draman Ouattara et ses clics et ses claques, je vous assure, ils vont partir. Mais dire qu'ils vont s'appuyer sur ceux qui viennent de la France ou bien de je ne sais pas où, pour pouvoir mener leur lutte, ils peuvent perdre leur temps. Parce que les Français ont déjà cadenassé, je dis cadenassé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Ils sont en train de pratiquer ce qu'on appelle le grand remplacement. C'est-à-dire, on va chasser les là, il y a les Marocains, il y a les Libanais, il y a les Français, il y a les Américains. C'est ce qu'on va appeler désormais ce qu'on appelle le colonie de peuplement. Et je sais que les historiens qui nous suivent savent ce que c'est que le colonie de peuplement, comme ce qu'on a fait en Afrique du Sud. On veut chasser totalement les Ivoiriens de leur terre et s'emparer de leur terre. Souvenons-nous de ce que disaient les Occidentaux. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et ce qu'on est en train de pratiquer déjà en Côte d'Ivoire. Après, ça sera le tour du Sénégal. Je pense que les Ivoiriens doivent prendre leur propre s'attacher derrière un barbou et mettre les Français hors d'état. Je dis les chasser totalement. Sinon, la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus aux Ivoiriens de souche noire. Maintenant, c'est si je reviens sur la monnaie, Manuela Siké. Oui. Si aujourd'hui encore, nous parlons encore de la monnaie du franc CFA que nous connaissons, dont on a longtemps débattu là-dessus, au niveau de la plus centrafricaine, je pense que vraiment il y a problème. Et je m'avais posé la question de savoir,
Pourquoi Archange Touadéra ne peut pas voir la coopération de Shanghai pour lever les fonds là-bas? Pourquoi il part, je ne sais pas, pourquoi il part plutôt ailleurs? Est-ce qu'au niveau de la coopération de... Question que moi je me pose, puisque depuis là, rien ne bouge. On a longtemps débattu sur la monnaie, rien n'a bougé. C'était comme s'il y a des gouttes de pluie qui tombent sur des plumes de canard et puis tout passe. Là, on n'a pas habilité, je pense bien de nos leaders. Tous nos leaders, tous nos intellectuels, ce sont eux qui nous placent au niveau de ce centre-là. La monnaie, pourquoi ne pas faire partie le franc CFA et créer notre propre monnaie? On en a tout. On en a des matières premières à suffisant. Souvenons-nous aussi de ce qu'avait dit le président Paul Biya lors du sommet Amérique-Afrique, où il disait leur revenu africain sur le sol africain. Mais ce Patrice avait beaucoup parlé. Nous avons des grands ingénieurs. Nous avons ce qu'on appelle des ressources humaines. Mais je pense que ce qui cale, c'est nos leaders. Et non pas c'est nos leaders, même nos élites qui ont été formés à l'école maçonnique, rosicrucianistes et bien d'autres. Voilà où on les cloue. Parce qu'ils ne bougent même pas d'un cran. Alors, si nous ne pouvons pas y mettre de notre knowledge, nous allons perdre l'Afrique. Parce qu'on est en train de préparer pour venir recoloniser l'Afrique, vraiment, ça serait très grave. Sortons du franc CFA et je pense que Touadéra va voir mieux ailleurs, vers les pays du bloc de l'Est. C'est de là qu'il peut lever les fonds et venir faire fonctionner la puissance centrafricaine. Manuela Seke ne veut pas me laisser la parole. Merci Foyoumi. C'est nous qui vous remercions. Merci infiniment pour cet appel. Sortir urgemment du franc CFA, c'est le plus important. Merci à vous, cher monsieur. Nous restons au standard avec nos téléspectateurs. Nous prenons encore un autre appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour à ton panel. Bonjour, monsieur. Oui, je vais m'appesantir sur la nouvelle crypto-monnaie, la SCA, le Memecoin, oui. Quoi, c'est le dollar card, oui, un Memecoin, comme le dollar Trump, oui. Bon, je sais que beaucoup de gens sont un peu dubitatifs face à cela, beaucoup sont un peu pessimistes. Bon, je disais que c'était la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est une alternative, en fait, dans notre région. La crypto-monnaie doit être vue comme une alternative temporaire. Ça ne veut pas également dire que, bon, elle développe toujours. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que avec le système classique, tout était centralisé. Notamment lorsqu'il faut faire des échanges internationaux avec le système bancaire SWIFT et tout. Donc, tout est centralisé. Et on était, en fait, nous fonctionnons, nous sommes obligés de faire des échanges avec le dollar. Et donc, ces derniers qui sont détenteurs de cette monnaie-là, on vous imposer des sanctions. Et moi, je pense que depuis le lancement du Sangocoin, depuis à l'époque, moi, j'ai vu ça pour les... Et je disais parce que les conditions, à l'instant, à ce moment-ci, de sortie du franc CFA, parce que nous sommes en Afrique, mais malheureusement, fort le constat, ne sont pas assez unis. Quelques pays, comme la RCA peut-être, le Tchad, ont évité de sortir réellement de ces francs CFA. Mais on organise des sommets chaque fois, la CEMAC et tout ça, bon, qui accouche des souris et tout. Et donc, moi, je me dis que, bon, cette alternative, vraiment, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée qui va, de manière temporaire, permettre un peu de souffler et de ne plus dépendre de cette monnaie nazie-là, de ce torchon, de ce papier-là. Oui.
de pouvoir faire des échanges internationaux sans être dans le collimateur de ceux qui ont en fait, de ceux qui décident via leur monnaie de nous imposer des anciens quoi que ce soit. Donc moi je pense que c'est une très bonne idée. Et pour je reviens un peu légèrement sur le cas de la Côte d'Ivoire avec Thiam. Bon, moi je me dis, lorsque nous faisons des analyses, bon, il faut aussi un peu qu'on garde un peu nos émotions. Oui, parce que je crois que beaucoup sont un peu excités, parce que bon, j'ai vu un de vos intervenants qui s'est presque entre guillemets écharné sur le docteur Douma. Bon, moi je me dis c'est pas la meilleure des choses. Autant parce que bon, ouais, Thiam qui d'accord a décidé bon, de renoncer à sa nationalité française. Oui, on ne dit pas que c'est mauvais, mais à une échéance de moins d'1 an, de 10 mois je crois, une échéance électorale. Vous venez, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est un pays où n'importe qui arrive comme ça. Non, il faut à un moment donné que bon, les gens sont un peu responsables et qu'ils respectent au moins le peuple qui prétend, qui s'aspire de gouverner. Donc moi, je pense que ce docteur Douma a dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que autant moi, je n'ai pas assez d'informations concernant, mais rien que le fait que à moins de 10 mois de l'échéance électorale, il décide de renoncer à sa nationalité française, encore que bon, nous connaissons comment sont ces gens-là. Est-ce que réellement cela va être acté? Est-ce que ça ne va pas servir d'outil pour finir faire ce qu'on a à faire et mettre la Côte d'Ivoire dans tout ce... Il y a tellement de choses. Donc moi, je m'arrêterai là. Merci à vous. Merci pour cette contribution. Je pense qu'on prendra le dernier appelant avant de revenir sur le plateau pour permettre également à nos invités de réagir à la suite des différentes interventions. Allô? Ouais, c'est arrivé en Burkina. Bonjour monsieur. Tu peux aller? Oui, vous êtes en direct. Ouais, bonjour madame. Bonjour. Ouais, je vous salue tous les techniciens, les caméramans, les Camerounais et puis le président Paul Biya. Les invités aussi, je salue vous tous. Vous faites bon travail. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous on veut changement seulement. C'est changement qu'on veut en Côte d'Ivoire. Mais on demande à tous les Ivoiriens d'aller voter Laurent Gbagbo. Votez Gbagbo. Voilà, mais on veut changement. On veut que Ouattara passe seulement. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Mais je demande au niveau de Centrafrique là, bon, c'est bon, on peut, le monnaie là, quitter monnaie c'est bon, on peut faire ça avec les grands commerçants et les grands, ceux qui peuvent envoyer les grands marchandises. Mais je demande à Centrafrique avec les Camerounais, les Tchadiens, des francs CFA là, ils n'ont qu'à tout faire de même fin à francs CFA. Voilà, la solution, ils n'ont qu'à même fin à francs CFA. Voici la solution. Parce que c'est un monnaie qui est maudit, qui met l'Afrique en retard. Ils n'ont quand même fait à ça. C'est pour ça que nous, les Nigériens, Maliens, Burkinabés, on est quitté dans CEDEAO. Ça cause de se faire quitter dans CEDEAO. Parce qu'on veut créer notre propre monnaie qu'on veut créer. Ici, 2026, là, on va créer notre propre monnaie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège. Bonne journée. Merci monsieur, très bonne journée à vous également depuis le Burkina Faso. Avant de revenir pour sortir de notre thématique autour de la République centrafricaine, peut-être des réactions ou alors clarifications à la suite des interventions de nos téléspectateurs, Dr Ndouma. Oui, disons que je commence par dire que nous qui venons sur les plateaux, ne sommes pas les dirigeants. Nous allons continuer de parler. Les Africains qui ont oublié que la parole est une puissance, ça va leur rappeler que la parole, c'est une puissance. Donc, nous parlons, même quand les choses se réalisent, nous allons continuer de parler parce que nous avons choisi de parler. Parce qu'il y a un téléspectateur qui aurait dit qu'on continue de parler alors que rien ne se passe sur le terrain. Nous ne sommes pas les hommes de terrain. Chacun doit jouer. Les choses se passent. Voilà. Donc, il faut que chacun joue sa partition. Tout à fait. Donc, ça, c'est une chose. Il y a Monsieur Kofi. Monsieur Kofi qui est notre frère, notre ami, parce qu'il intervient très souvent et c'est très bien.
on invite de plus en plus d'Africains d'intervenir, de donner leur point de vue. C'est l'afro-démocratie. Hein. Nous avons l'afro-démocratie, pas la démocratie des gens là. Je pense que généralement dans l'analyse, on a la thèse, on a l'antithèse, on a la synthèse. Oui, oui. J'ai commencé, en ce qui concerne M. Tidjane Thiam, à reconnaître qu'il est un excellent banquier. On n'a pas beaucoup de temps. J'aurais pu parler même de son profil d'ingénieur, mais ce n'est pas ça le plus important. Je voulais relever que c'est un capital humain important. Oui. Mais pour un certain cadre, un certain moule, il a été moulé. Et comme je suis expert en programmation neurolinguistique, les pensées déterminent les comportements. Donc, s'il arrivait que M. Tidjane Thiam soit déprogrammé totalement en si peu de temps, ce serait un miracle. Oui. Ce serait salutaire. Mais moi, en tant qu'analyste, je dis que ce n'est pratiquement pas possible. Peut-être que certains Africains sous-estiment la puissance que les globalistes ont en tout point de vue, que ce soit l'argent, que ce soit les moyens, le lobbyisme, que ce soit même les moyens ésotériques, c'est-à-dire qu'il y a des alliances que les gens scellent et qui ne sont jamais connues, qui ne sont jamais vues. On ne change pas simplement comme ça. On sort pratiquement de nulle part parce que la scène politique ivoirienne a des figures qu'on connaît. Quand vous prononcez le nom, les Ivoiriens vont vous dire « Oui, lui, nous pensons qu'il peut. Parce que. » À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Moi, dans les analyses, elles ne sont pas personnifiées. Pas, on n'a rien contre un Africain, et bien au contraire. Et donc, je sors par la question qu'il pose par rapport au meme coin. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui se demande comment est-ce que ça peut apporter de l'argent à la RCA. À la RCA, tout à fait. Ça, c'est une question très pertinente. Oui. Il faut savoir qu'un coin, c'est une monnaie qui n'a pas de frontières. Donc, quand le Centrafrique va lancer le meme coin, tout le monde peut l'acheter de n'importe quel point du monde entier. Si je suis aux États-Unis, je l'achète en quelle monnaie? En dollars américains. Si je suis en Europe, je l'achète en euros. Si ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas un compte physique dans une banque. Donc, en réalité, ce sont les devises. Le meme coin, ce sont les devises. Et donc, comme pour développer un pays, on a besoin d'importer un certain nombre d'infrastructures, de machines, de technologies, de capital humain, etc. On paye en devises. Vous voyez? Et donc, une partie peut être changée sur place en ce torchon que nous voulons voir disparaître, c'est-à-dire en CFA. Parce que le CFA continue quand même d'être légal dans ce pays-là. Et ce n'est pas le président Fossé-Encore Douadéa seul qui va dire que je sors du franc CFA comme ça. Il est dans une sous-région, évidemment, qui n'arrive pas à avancer comme nous souhaitons tous, parce que les gens veulent avancer tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on salue les initiatives qu'il prend. Parce que le début, c'est toujours des décisions politiques. Il faut d'abord prendre des décisions politiques pour que le reste soit mobilisé. Merci à vous, Dr Ndouma. On reviendra vers vous pour le dernier tour de table. Le temps pour M. Atangana, peut-être une réaction également après les interrogations ou préoccupations des téléspectateurs. Oui, une réaction en effet. J'ai entendu avec beaucoup de passion M. Kofi, d'ailleurs, qui est un panéliste hors du plateau. Parce que les appelants sont aussi des panélistes. Et mieux encore quand ils appellent régulièrement. Et pour commencer, même si ce n'est pas à moi personnellement qu'il a adressé ces critiques, qui sont du bon sens, il m'a dit, moi j'ai commencé par dire,
s'il avait renoncé à sa nationalité en disant « Je renonce à ma nationalité pour revenir à ma nationalité de cœur ». Oui. Venez-vous que je l'ai dit. Et que l'autre nationalité là, j'en avais besoin parce que j'avais besoin de travailler là-bas. Je l'ai dit. C'est-à-dire que mon propos était en train de dire que je ne sentais pas l'élan de cœur. Voilà, s'il avait dit ça, j'aurais dit, bah oui, d'accord, il est pratique là. Il a peut-être fait alors une faute de communication. Mais quand il a dit, c'est juste une procédure administrative, là, j'ai reculé. Donc, nous analysons aussi les faits. Voilà. Donc, il avait fait la même chose, hein, juste pendant sa communication, dire, écoutez, moi, je reprends ma nationalité parce que je vais être chef d'État, je vais apporter mon expertise à la Côte d'Ivoire. Je renonce à cette nationalité qui n'était pour moi qu'un outil pour nager chez eux, pour comprendre le chez eux. Et je suis d'accord avec M. Kofi quand il a dit, moi quand j'étais petit et que je regardais mes grands-parents qui étaient agriculteurs, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je dois faire pour soulager la peine? Et qu'en effet, on va apprendre pour apporter à nous, pour empêcher que nous tombions dans des erreurs que nos parents sont tombés quand ces gens viennent sur nos côtes, viennent nous présenter des contrats. On les récite encore aujourd'hui, les conventions que nos chefs auraient signées. Mais notre société ne fonctionnait pas avec ce type de rapport. Nous, on fonctionnait avec la parole donnée. On ne fonctionnait pas avec la parole écrite. On avait un autre modèle de fonctionnement. Et l'un de nos rôles est de comprendre leur modèle de fonctionnement. Et moi, je suis ceux, d'ailleurs, parmi les panafricanistes, certains panafricanistes estiment que nous devons revenir à nos langues. Et moi, je suis ceux qui disent toujours, quand je parle français, je parle anglais, j'arrive chez eux, je comprends leur culture, je comprends ce qu'ils font. Et là, j'apprends de ce qu'ils font. Je les connais mieux. Ce dont je dois être jaloux, c'est que personne ne vienne parler Ewondo, Boulou, Douala. On doit parler ça entre nous. Et on doit en être jaloux. Nos langues, c'est ce en quoi on peut se retirer et créer une armature. C'est ma conception. Mais en revanche, quand ils m'ouvrent leur langue, ils me donnent la possibilité de les connaître et de mieux me défendre contre les hégémonismes. Et je suis donc d'accord avec Kofi quand il dit, oui, on va en apprendre là-bas, et c'est pour ça qu'on est mieux armés pour nous défendre contre les impérialismes et avoir des stratégies des stratégies de défense, voire d'attaque. Bon, bref, tout ce qu'il faut pour ne pas être exterminés, comme les Amérindiens ont été exterminés, comme les Indiens du Canada ont été exterminés, comme les aborigènes ont été exterminés, radiés du monde, dans des réserves, quelques-uns dans leur propre pays. Donc, nous avons affaire à des experts en extermination de continents. Exterminer les tribus chez eux, c'est petit. Ils exterminent des continents entiers. Ils occupent ces continents et ça vient, comme quelqu'un a dit, des colonies de peuplement. Notre rôle est qu'on ne soit pas exterminé. Il y a quelqu'un qui a parlé, il a dit que nous parlons à propos du franc CFA. Il faut être pratique avec lui pour lui dire que si là, demain, vous dites au Cameroun, plus de franc CFA, là, vous prenez cette décision, le lendemain, il y a la guerre au Cameroun. Parce que quand vous aurez une monnaie, vous ne pouvez plus acheter le pain, vous ne pouvez plus faire une transaction, vous allez comprendre qu'on nous a piégés et il nous a rendu difficile la sortie du piège. Je n'ai pas dit qu'elle est impossible. Il faut bien comprendre aussi que dans un pays où nous importons beaucoup de choses, parfois même le blé, on a besoin de payer avec nos devises logées au trésor français. On les déloge du trésor français que quand on lui ramène le papier qu'il nous a donné. C'est bon de truc. Donc, dès que vous dites stop au franc CFA, vous ne pouvez plus importer le blé. Vous voyez donc qu'il y a du préalable avant de le dire.
Parmi ces préalables, quand je vous parle souvent de la téléphonie mobile, nous parlions de crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une monnaie numérique. Madame Siké, vous utilisez quoi couramment aujourd'hui au Cameroun? Les monnaies quelque chose. Vous croyez que c'est quoi? Ce sont des monnaies numériques. Vous achetez du crédit et on vous met une valeur numérique dans votre smartphone. Tout à fait, tout à fait. Et cette monnaie, cette valeur numérique peut être cédée contre un bien ou un service. Donc, les MTN Money, Orange Money que vous utilisez, c'est de la monnaie numérique. Quelle est la différence entre cette monnaie numérique et la crypto-monnaie? C'est que la crypto-monnaie, elle est basée sur une base de données appelée blockchain. Bon, ceux qui connaissent l'informatique, il y a les bases de données connues qui sont les bases de données relationnelles. À l'époque, quand on les connaissait, Microsoft Server, il y avait une autre là, Microsoft Server parce que je l'avais étudié, j'avais une formation dessus, il y avait SQL Server, il y avait toutes ces bases de données relationnelles là qui sont les environnements où on stocke les données d'entreprise. Mais la base de données spécifique, qui est une base de données blockchain, est plus difficile à corrompre parce qu'elle implique que les utilisateurs soient parfaitement au courant de toute transaction. Ça bouffe aussi beaucoup plus d'énergie. Vous voyez donc la différence entre la crypto-monnaie en tant que monnaie numérique et votre Orange Money ou MTN Money pour qu'on ne me dise pas que j'ai été payé par un opérateur qui est aussi une monnaie numérique. Donc votre compte en banque, il y a longtemps que vous utilisez votre carte bancaire qui est une monnaie numérique, mais elle n'est pas basée sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a un tiers qui peut créditer votre compte, c'est-à-dire c'est un chiffre, lui donner de la valeur ou ne pas lui donner de la valeur en fonction d'un ensemble, en fonction d'un environnement financier. Très bien. Pourquoi est-ce que j'explique tout ça? Mais c'est parce que je suis de ceux qui pensaient que nous devons développer au Cameroun une société de téléphonie mobile locale, de façon à vulgariser ce type de paiement. Parce que le jour où vous bloquez le franc CFA, vous pouvez continuer à échanger pendant le temps que vous cherchez une solution en monnaie de, c'est pas, Camtel Money, par exemple. Ben, parce que si vous échangez sur Orange Money, comme c'est une propriété de la France, ben vous imaginez ce qui va se passer. Ils vont partir avec leur base de données, leur système et tout ça, on n'en parlera plus. D'ailleurs, ils peuvent corrompre leur base de données. Donc, il y a des solutions à mettre en jeu, mais comme M. Dr Douma a dit, le jour où vous me faites ministre des Finances, et là, vous allez me demander, mais M. Atangana, faites ce que vous avez dit. Mais tant que le ministre des Finances n'est pas moi, je parle et lui, il écoute. Le jour où vous décidez, écoutez, M. Atangana, vous nous avez trop parlé de ça, allez aux finances, nous changer ça. Si un an après, je suis encore là et que je ne vous explique même pas ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire, vous avez le droit à ce moment de me dire, retourne dans ton village cultiver le manioc. Vous avez donc ce droit-là. Mais nous, on ouvre les esprits. Si les populations disent, nous comptons sur vous pour changer les choses, vous nous donnez la possibilité d'aller changer les choses. Et comme ça, on va les changer. Mais nous sommes obligés de dire aux décideurs que voilà ce qu'il faut faire. Donc, à propos de changer la France, le France n'est pas d'accord avec tout le monde, mais on commence par se demander quel est l'outil de transaction qui va faire que les gens ne sont pas bloqués et ne peuvent plus échanger par un temps lambda où les nouvelles monnaies arrivent et que ces nouvelles monnaies sont redistribuées aux populations et sécurisées. Vous comprenez ça, la réalité? Oui. Et que ces nouvelles monnaies, en tout cas, nous aurons toujours à ce moment nos devises. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons créer notre monnaie. Je pense que cette monnaie ne doit pas être directement dans les marchés financiers. On doit avoir une monnaie comme la monnaie chinoise qu'on ne peut transformer que dans notre trésor. Nous allons alors commercer avec les autres dans les devises.
Alors on peut commercer en crédit ou en débit, en fonction du fait qu'on a ou pas leur devise. Exemple, nous pouvons aller en Russie, mais ça c'est déjà technique, hein, j'espère ne pas ennuyer les gens qui ne connaissent pas un peu la finance, la comptabilité. Dire, OK, apporte-nous le matériel à crédit. Nous allons payer quand nous on aura du rouble. Et pour avoir du rouble, nous allons vous vendre ça. C'est ça les échanges commerciaux. Et dès qu'on va vous vendre ça, on va vous payer en rouble. Là, Monsieur Poutine accepte. Là, nous avons travaillé dans le rouble en débit crédit. Et nous pouvons aussi faire la même chose si on a des devises. Nous allons dans un pays, nous disons, voilà, nous payons en devises. Mais que notre monnaie ne soit pas directement changeable, parce qu'à ce moment, on s'expose au risque de corruption de notre monnaie. Monsieur Sékou Touré en sait quelque chose quand il a voulu sortir du franc CFA. Donc, les questions qu'il pose, ça prendrait énormément de temps de développement. J'ai essayé d'esquisser. D'ailleurs, M. Douma qui est assis là, ce que je vous ai dit là, il connaît ça mieux que moi, avec une facilité déconcertante. Donc c'est pour dire que non, on peut faire quelque chose, mais nous sommes dans des pays démocratiques et il y a une façon de faire des choses là. Si vous nous dites allez le faire, on le fera. Je sors par là pour un premier jet. Merci à vous, Monsieur Atongana. Et justement, nous sommes en train de sortir. Ce sera pour les quelques minutes qui nous restent. Docteur Douma, peut-être pour lever encore quelques incompréhensions. Justement, Monsieur Atongana est revenu sur l'aspect franc CFA. Vous l'avez également fait en lien avec les interrogations des téléspectateurs. Avant de revenir sur cette autre petite interrogation, toujours en lien avec le franc CFA, il faut rappeler que le mémécoin justement de Centrafrique, c'est bien le dollar car. C'est bien ça. Alors, le dollar car, ça veut dire quoi? Cette monnaie est... pourquoi dollar exactement? Parce que c'est la monnaie... Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le mémécoin était une devise. Oui, vous l'avez dit. Ouais. On n'avait pas encore évoqué le dollar car. Oui. Parce que vraiment, la première chose qu'on combat à travers la disparition du franc CFA, c'est que le franc CFA n'est pas une monnaie en réalité. Oui. Vous voyez? Et donc, on a toujours les problèmes de devises. Alors qu'on achète tout en devises hors de cette zone. Donc, vous voyez un instrument d'échange qui est mis en place et qui est une devise. Ok. Bon, maintenant, je ne suis pas dans le secret de ce que le CAR signifie, mais ça peut signifier Central African Republic. Dollar Central African Republic. Oui. Voilà. C'est très important. Je voulais préciser quelque chose pour nos téléspectateurs. Il faut distinguer la monnaie électronique de la monnaie numérique ou digitale. Numérique et digital sont synonymes dans notre contexte de la haute finance. Ok. La monnaie électronique, quand je vous fais un virement bancaire, c'est une monnaie électronique. Quand je paye par carte bancaire, c'est une monnaie électronique. Tout ce qui est rattaché au système bancaire centralisé, classique, ne saurait être digital dans le sens propre du terme. Les opérateurs qu'on a cités là, on a converti le CFA en quelques signes pour transférer. Vous voyez, c'est de la monnaie électronique. Quand la blockchain intervient, il y a tellement d'avantages que il faut faire la différence entre ces monnaies électroniques et les monnaies numériques. Maintenant, au niveau des monnaies numériques, on peut aller dire que ça, c'est une monnaie centralisée et ça, c'est une monnaie décentralisée. Parce qu'il y a la DeFi, Decentralized Finance, c'est-à-dire que quand je vous fais une transaction, elle passe par une technologie, toujours blockchain, mais qui n'est pas contrôlée par un individu, qui est contrôlée par un consensus déjà implémenté dans le système. Oui. Donc, on ne décide pas quand vous faites la transaction,
votre transaction, si elle a obéi aux critères au départ, elle va aboutir sans problème. Personne ne peut empêcher son aboutissement. D'accord. Or, dans le système classique, vous pouvez faire ordonner un virement maintenant, vous pouvez même faire un transfert, il n'aboutit pas. Quelque temps après, on vous dit que votre transfert n'est pas arrivé. Parce que quelqu'un a la possibilité de bloquer ou d'empêcher que ça arrive au destinataire. Je voulais relever cela. Important, effectivement. Très important. On comprend donc, Dr Ndouma, cela permet, vous avez déjà répondu à la question, parce que c'est une question, effectivement, très préoccupante. Lorsque le Centrafrique annonçait justement le Sangocoin, beaucoup se sont interrogés pourquoi ne pas sortir tout simplement du franc CFA, pourquoi créer d'autres monnaies, pourquoi ne pas sortir facilement, ou alors tout simplement, je crois que... Oui, je vois la question, parce que parfois je vais jusqu'à dire, ça veut dire quoi sortir du franc CFA? Okay. Parce que il y a la décision politique qu'on peut prendre même tout de suite pour ceux qui en ont le pouvoir. Oui. Et elle précède tout. Ensuite, il y a pour prendre cette décision, il faut un certain nombre de préparations. Il faut avoir préparé un certain nombre de choses. Parce que quand vous décidez, celui qui est en face va probablement réagir. Mais la monnaie est en circulation. Vous pensez qu'on peut la retirer du marché en 2 jours, en 3 jours, en 2 semaines? Voilà. Donc, le fait que le franc CFA continue de circuler ne doit pas empêcher les dirigeants de prendre des mesures palliatives comme celles que le président Touadéra est en train de prendre. Parce qu'avec ça, il va lever des fonds. Oui. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'inviter tous les Centrafricains, mais pas seulement des Centrafricains, toute la diaspora africaine, que ce soit hors du continent que dans le continent, d'acheter ce dollar car en grande quantité. Parce qu'au départ, ça ne va pas coûter grand-chose. Ça sera moins cher. Avec le temps, acheter, mais en très peu de temps. En 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, il y a des gens qui vont devenir millionnaires grâce à ça. Et le pays également va lever des fonds grâce à ça. Tout le monde a quelque chose à y gagner. Ceux qui vont perdre, c'est ceux qui ne s'y connaissent pas et ne veulent pas se rapprocher des gens comme nous. Que ce soit il y a des multimilliardaires africains en Afrique, surtout, qui ne savent pas comment ça se passe. Ils ne peuvent pas se rapprocher de Dr Ndouma ou d'un autre spécialiste, dire que voilà, le président Touadéra est en train de nous parler de quelque chose. C'est une aubaine pour nous. Si oui, comment nous pouvons procéder? Nous sommes là pour ça, Madame Siké. Et vous verrez que ces gens-là vont comprendre que c'est vraiment un outil qui va déclencher le début du développement du Centrafrique. Merci à vous, Dr Ndouma. Merci infiniment pour ces explications et d'avoir participé à cette édition de For You Matin. Merci également à vous, Monsieur Henri Atangana, d'avoir également partagé ce plateau avec nous ce matin encore. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. C'est la fin de For You Matin sur For You Media Africa. On vous souhaite donc une très belle matinée. Restez en compagnie de nos programmes.